Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien, on est de retour en plateau pour une petite émission tranquille. Un peu de cinéma, un peu de balade, un peu de photos. Vous allez voir, le menu est bien rempli. Et pour m'accompagner, le sieur Nanix. Comment ça va, Nanix? Moi, ça va très bien, t'as tout dit. Balade photo, le menu est alléchant. La photo m'intrigue un peu. Ouais, tu vas voir. Tu vas pas être déçu du voyage. Ouais. Et du vrai voyage. Je vous promets un vrai voyage en photo. Et face à toi, Menro. Bonjour Mélinda, salut Alix. Hello. Bien. Ça va bien? Bon écoute, ça va très bien en cette période de l'année. Et là, ouais, et en plus, on est là pour parler de domaines qui vous intéressent, le jeu vidéo, la pop culture. Ouais. Un petit mélange des deux. Vous allez voir, l'actu, elle est bien sympa et on va parler cinéma pour une fois. Et voilà, c'est parti pour l'actu à chaud. Oui, aujourd'hui, on va faire pop culture dans cette émission. On a décidé que ça allait être n'importe C'est quoi. un domaine que je maîtrise pas du tout, donc ça va très bien. Ça va- l'un et l'autre, vous êtes parfaits pour ne pas parler des adaptations jeux vidéo au cinéma et en série. Alors, on était quand même un petit peu habitués ces derniers temps, ça foisonne. Et puis surtout, en ce moment, il y a quand même Minecraft qui est sorti. Minecraft, le film, dont j'avoue, je n'attendais pas grand-chose. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas vu. Mais alors, c'est un carton absolu au box-office, Nanix. Ouais, bah après, en réalité, il y avait le côté surprise parce que lorsque le projet est annoncé il y a quelques années, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il y a à raconter sur Minecraft? Il n'y a pas d'histoire. Donc comment tu vas mettre en scène des cubes et de la création, parce que c'est ça Minecraft, créer son univers, etc. Puis après, derrière, tu regardes le casting, Jack Black, Jason Momoa, c'est quand même des gens qui font venir des personnes au cinéma, notamment pour Jack Black, un peu les familles, parce que bon, c'est un humour un petit peu potache. Et Momoa, il ramène quand même des millions de dollars. Et puis, bah, surtout, on parle du jeu vidéo le plus vendu dans le monde, donc qui d'ailleurs est étudié à l'école, etc. Donc, il y avait déjà un terreau. C'est le moment où je dis que je l'ai vu. C'est le moment où que tu nous dis que tu fais partie des dizaines de millions de gens à travers le monde qui l'ont vu. Je crois que je regarde par là. Minecraft, je ne suis pas la cible. Non, non, mais... Raconte-nous déjà de quoi ça parle. Parce que comme tu l'as dit toi-même, le principe de Minecraft, c'est de créer sa propre histoire. Sauf que là, forcément, il y en avait une. Alors, de quoi ça parle? Tu veux que je le pitch pour toi? En vrai, je peux le résumer d'une façon très simple. Ils se sont basés sur Jumanji. Voilà, il y a une énorme vibe Jumanji dans le film. Ça se transpire pas trop dans la bande-annonce, mais quand on le regarde, on le comprend très très vite. On suit Steve, du coup, qui a toujours rêvé d'aller dans une mine, voilà, et de creuser dans une mine, voilà, littéralement, de voir des trésors, etc. Il va tomber sur un cube, un artefact qui va lui permettre d'aller dans un autre monde, le monde de la surface, pour ceux qui connaissent bien Minecraft. Et là-bas, bah, il va découvrir la capacité de faire ce qu'il a toujours voulu faire avec ses mains et son cerveau, c'est-à-dire imaginer des choses et les construire. Et puis, il y a forcément l'histoire de méchants qui veulent envahir notre monde, etc. Steve reste dans cet univers-là. L'artefact retourne chez nous sur Terre. L'artefact arrive finalement entre les mains de Jason Momoa, qui est un gros, aujourd'hui on va dire, un loser. C'est un ancien recordman de jeux vidéo, un ancien champion qu'on appelle la poubelle dans le film. Je laisse deviner. C'est la traduction française? C'est la traduction française, c'est la poubelle. Wow. D'accord. Et derrière, son histoire à lui va se mêler à l'histoire d'un frère et d'une sœur qui se retrouvent du jour au lendemain à déménager, à atterrir dans une maison. Et tout ce joli petit monde va débarquer dans l'univers de Minecraft avec l'idée, une fois qu'ils ont rencontré Steve, de protéger l'artefact et de protéger notre monde à nous. Donc, scénario hyper simpliste. En même temps, il fallait pas non plus contacter Christopher Nolan ou Spielberg pour te monter un truc très, très chiadé. Ça doit être tout public, de toute façon. C'est tout public. En réalité, franchement, le film mélange à la fois le très beau et le très laid. C'est-à-dire que, niveau effets spéciaux, le film fait ce qu'il a à faire. Par contre, comme tout est fait avec des effets numériques, les acteurs ont forcément tourné dans le vide, entre guillemets, et ça se voit. Minecraft, c'est pas non plus... Même si aujourd'hui, il y a du ray tracing et tout ce que vous voulez dans Minecraft, c'est pas la plus grosse prouesse technologique. Jack Black, il se sent seul par moment. On sent bien qu'il parle à un cube qui n'est pas présent au moment où il tourne sa scène et ça se ressent. Mais ça, les gamins, les enfants, ils vont pas le voir. Ouais. Eux, ce qu'ils vont voir, c'est les rêves, Steve, la pioche, le fer, les épées, etc. C'est ça qui va les intéresser dans le film. Et là-dessus, c'est réussi. Donc en vrai, le film cartonne de box-office. Alors pour sa qualité, c'est pas justifié. Pour ce qu'il représente, je comprends tout à fait son succès. Film Minecraft qui a démarré plus fort que Super Mario Bros. Le film, fallait le faire quand même. Ouais, c'est une prouesse. On l'attendait pas forcément, même si on connaît le succès du jeu vidéo Minecraft. Mario, pareil, c'était un raz-de-marée à sa sortie et même depuis. Les deux ont ce même positionnement quelque part très familial. Fan service aussi. Et très fan service. Le film Mario, il a d'énormes qualités, notamment plastique. Après, on est très loin, par exemple, d'un Shrek ou de ce genre de choses avec un double discours. Moi, j'aurais aimé que Mario aille plus loin
loin et qu'il parle aussi aux grands et à ceux qui jouent à Mario dans les années 80 et pas que ceux qui jouent à Mario en 2025 ou 24 ou 23. Enfin voilà. Ouais, il y avait quelques références, mais c'était très Mario Kart. Enfin, moi, j'avais trouvé que Super Mario, c'était presque une séquence de mini-sketch autour de moments du jeu que de véritable lecture ou même interprétation. C'est toujours meilleur que le premier film de Super Mario, ne l'oublions pas. C'est les années 80-90. C'est les années 90. Et puis le point commun des deux projets, c'est qu'on devrait avoir une suite pour Mario et Minecraft, vu le succès, c'est officiel, je crois, de la part de Warner. Voilà, il y aura une suite. Il n'y aura pas qu'une suite d'ailleurs, je pense, parce que là ils sont. C'est une saga là qui s'ouvre. Ouais, ils ont mis le doigt dans un engrenage financier énorme. Quand ça rapporte déjà plus de 163 millions de dollars dès le premier week-end, que c'est le meilleur démarrage partout. Comme quoi, quand c'est pas bon, c'est bon quand même en fait. Ça marche du tonnerre. Minecraft, on pensait impossible à adapter en film. Il y a eu d'autres choses qui sont heureusement plus simples. On va parler de The Last of Us qui est arrivé. Saison 2. Saison 2 sur Max. Ouais. Est-ce que, alors je ne l'ai pas vu encore, est-ce qu'on colle, alors sans spoiler les gars, mais bon, est-ce qu'on colle à The Last of Us le jeu Part 2 ? Alors, c'est le début du second. En fait, la première saison qui était sortie il y a quelques années, il y a un an ou deux, elle adaptait le premier jeu vidéo. Alors, elle le faisait en 9 épisodes, en prenant un petit peu de liberté par moment, qui était plutôt bien trouvé, de mon humble avis. Mais grosso modo, ça collait avec la temporalité du jeu, du premier jeu. Là, on est sur l'adaptation du second jeu, comme tu dis, et ça part exactement là où commence le second jeu. Par contre, quand on connaît la durée de vie pour faire l'aventure du premier jeu, c'est on va dire entre 15 et 18 heures selon notre façon de jouer. Le second jeu, on est plutôt autour des 30 heures. Oui. C'est juste le gameplay accroupi comme moi, quoi. Sauf si tu joues comme ça, là c'est 5 heures. Mais non, le jeu est beaucoup plus long parce qu'il raconte des choses beaucoup plus denses, beaucoup plus profondes, il y a beaucoup plus de personnages. C'est vraiment une autre strate. Alors pas en termes de qualité parce que le premier était déjà très haut niveau, mais en termes d'échelle, j'ai envie de dire. Et là, ambitieux. C'est beaucoup plus ambitieux. Et ce que ça raconte, ça a besoin de prendre son temps pour le faire. Ouais. Donc là, clairement, on n'est que sur 7 épisodes. C'est moins, mais c'est aussi normal parce que je pense que la saison 3, elle adapte aussi le deuxième jeu vidéo. Et oui, parce que comme tu l'as dit, il y a déjà la saison 3 qui est prévue. Avec un tournage imminent, je crois. Ouais, ils vont commencer, je crois, c'est ça. Mais il avait dit pour la partie 2, ils allaient le faire sur plusieurs saisons, puisqu'on rappelle que, sans spoil, le jeu se base sur un peu des angles différents, et l'idée c'est de respecter ça, mais surtout, et tu l'as très bien dit, la saison 1 avait apporté des choses en plus, pas énormément, parce que finalement quand tu regardes la saison 1, elle reprend vraiment fidèlement l'histoire du premier. Elle développait des points qui étaient accélérés dans le jeu. Là, sans rentrer dans le spoil toujours, là c'est un peu différent, on va jouer sur des aspects du jeu qui sont suggérés énormément dans la partie 2, mais qui ne sont pas montrés, et qui pour moi dans une série a de l'importance. Voilà. Donc, mais je pense qu'il y aura des choses qui feront débat, parce qu'il y a des choses très fortes, il y a des choses qui sont très fortes dans le jeu. Je ne sais pas si elles pourraient être aussi fortes dans la série, vu pour l'instant de ce qu'on a pu en voir, les choix scénaristiques qu'ils ont fait. Et moi j'aime beaucoup le parti pris de Greg Mazin et Neil Druckmann sur cette série, parce que je trouve que c'est très très compliqué d'adapter la partie 2. Moi, ce que j'en ai vu, j'ai vu des plans du jeu en images. Oui. Un certain plan avec une porte qui s'ouvre, non ? Des petits plans cop-call quand même. Alors, c'est Neil Druckmann, c'est le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'il maîtrise son bébé, il maîtrise son scénario, il maîtrise les 25 versions jeux vidéo. Je leur place à chaque fois. Mais bon, voilà, je trouve que c'est... Est-ce que justement, ça va pas un peu trop coller cette fois ? Est-ce qu'ils vont se prendre des libertés, ou justement le fait que ce soit sur 2 saisons, ce sera un peu mieux. Je pense que des libertés, moi j'ai vu le pilote qui a été diffusé. Ils en prennent déjà une très vite. Ils en prennent pas mal déjà. Je pense qu'ils vont garder tous les jalons et tous les événements importants du jeu, mais peut-être les présenter différemment. Il y a des personnages en plus qui viennent enrichir l'histoire, qui n'étaient absolument pas dans le jeu pour le coup. Il y a des changements de caractère un petit peu aussi. La Ellie par exemple, donc, qui est l'héroïne principale de la série, n'est pas exactement celle du jeu. Dans le jeu, elle est très colérique, elle est très introvertie. Elle est très mature surtout. Elle est très mature, un peu comme ça, bougonne régulièrement, etc. Mais elle n'est pas... alors j'ai que le mot anglais qui vient, coquille. Elle n'est pas véhémente, etc. Et là, ils ont choisi d'aller par là
ce qui colle plus ou moins au personnage, mais il y a des petites différences. Pareil, Idem pour Joël d'ailleurs. Hein. Pardon ? Idem pour Joël. Pour Joël, qui est beaucoup plus désespéré, en tout cas c'est ce qu'on nous montre. Et il y a ce nouveau personnage qui est introduit, qui s'appelle Abby, qui n'a pas forcément le même physique que celui du jeu, qui avait beaucoup fait couler d'encre. Mais par contre, on reconnaît la même intention, et on sait, vu les éléments qu'on a pu voir, qu'on va aller au même endroit. Ouais, moi je trouve que le choix du casting, bon, je pense ça y est, c'est bon, on peut laisser tranquille Bella Ramsey. Maintenant, je pense qu'elle est validée, comme dirait les jeunes. Vraiment, la voix, c'est quasiment la même. Il y a l'idée, mais l'actrice qui incarne Abby était très bien trouvée. Elle a le visage, il y a des émotions qu'elle fait passer par le regard. Dans le jeu, Abby fait passer énormément de choses par le regard, et c'est vrai que c'est pareil pour l'actrice là. Il y a un vrai truc qu'il faut quand même spécifier si on doit faire une différence entre ces deux adaptations de jeux vidéo que sont Minecraft et The Last of Us saison 2 qui sortent à quasiment en même temps. C'est qu'il y en a un qui a un succès phénoménal, mais qui n'est pas forcément le film de l'année. Et là, on est sur une adaptation qui, si c'est du niveau de la saison 1 ou si ça va plus loin, qui est quand même extraordinaire. Tu peux enlever le pas forcément de l'année, c'est sûr. Non, mais voilà, moi j'ai pas vu plus loin. Mais donc voilà, et est-ce que ça aura le même succès ? Je ne sais pas. Déjà, on est derrière un paywall, on est sur une plateforme avec abonnement, mais c'est, je pense, quelque chose qui est beaucoup plus respectueux est beaucoup moins intéressé, même s'il y a toujours une histoire de profit dans les studios américains, c'est beaucoup plus respectueux de ce que veut être un scénario de jeu vidéo aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est pas justement que c'est parce que Minecraft, les gens savent que c'est un jeu vidéo, dans famille et tout, et que The Last of Us est regardé comme une série ? Mais je pense et que justement attire des gens qui ne connaîtraient pas le jeu, et que la force pour moi de Sony sur The Last of Us, au-delà de nous avoir fait d'énièmes remaster, remake du jeu pour introduire la série, fait aussi venir des gens de la série vers les jeux. Ce que Minecraft ne fera pas. Non, bien sûr. C'est déjà du cinéma, The Last of Us, quand tu joues au jeu, en fait, déjà de base. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que la partie 1, je répète, c'est un peu un tout droit sur lequel ils ne pouvaient pas se planter en respectant... C'est une fuite en avant. En respectant le scénario. C'était très simple pour eux. Là, vu ce qu'est la partie 2, c'est un peu plus complexe. Et je comprends leur choix parce que, en réalité, pour moi, l'intérêt principal, c'est à la fois d'aller chercher un public qui ne connaît pas le jeu et qui aura envie de le faire derrière, et les gens comme nous qui l'avons fait et qui se disent, en fait, on est en train de me proposer une version plus élaborée, plus étoffée, un peu différente d'Ellie, un peu différente de Joël, une autre lecture des différents enjeux pour chaque protagoniste, et je trouve ça bien, parce que si tu collais littéralement à l'histoire de la partie 2, tu pouvais encore une fois tout faire en une saison, peut-être 2 maximum. La saison 1, moi, là où elle m'a le plus happé, en tant que fan absolu de la saga en jeu vidéo, c'est vraiment, ça fait partie des rares jeux qui m'ont tiré les larmes, enfin, c'est quand même pas rien. Et j'étais particulièrement enthousiaste sur les petits trucs qu'ils ont rajoutés. Donc il y a cet fameux épisode récompensé partout, l'épisode 3 de la saison 1, qui est carrément de quelques notes sur un papier dans le jeu, on en fait un épisode entier. C'est l'épisode OVNI dans la saison. Voilà. Mais il y avait aussi, rappelez-vous, au début des épisodes, des fois, comme des intermèdes journalistiques, des plateaux télé où on voit le début de la pandémie et tout ça. Ça n'y était pas. Et pour moi, c'est là où j'étais le plus enthousiaste parce que tout le reste, j'avais déjà vécu. Et t'avais des persos dont on te parle dans le jeu que tu ne vois pas. Je pense à un perso féminin en l'occurrence. Et quand tu le vois, tu dis ah, génial, trop bien. Non mais voilà, donc ça, même si on est fan du jeu, il y a des choses en plus. Et si on ne le connaît pas le jeu, on peut le regarder comme n'importe quel thriller post-apo. Et donc 2 saisons sur l'épisode 2, ça veut dire qu'on va attendre pour The Last of Us 3 le jeu ? Alors là, ça ne sera pas la saison 3 ? on entend des rumeurs, on entend des démentis. Moi, je vois bien le jeu s'achever par un dernier volet, mais peut-être pas tout de suite. Là, Naughty Dog est parti ailleurs sur la SF. J'ai oublié le nom du jeu, mais il a été présenté récemment. Oui, Intergalactique. Et voilà, faut les laisser digérer ça et peut-être un autre titre avant d'y revenir vraiment. Mais je pense qu'il y a une conclusion à apporter, même si le deuxième jeu s'achève. Je verrais bien un troisième volet qui pourrait répondre au premier en ellipse. C'est malin parce qu'aujourd'hui en faire une vraie série, une adaptation. Les fans de The Last of Us seront là pour la partie 3. Si elle sort, on sera là. Mais le public qui ne connaît pas du tout cette saga par le biais de la série. Les gens peuvent se dire la série elle est incroyable, j'ai envie de me lancer sur la partie 3. Donc commercialement parlant, marketingment parlant, c'est pas très français. C'est un bon plan. Le plan est bon. C'est vrai qu'ils auraient pu faire, plutôt que de dire on va faire la saison 3, on aurait pu avoir saison 2 partie 1 et saison 2 partie 2. Oui. Comme ça se fait un peu partout, notamment dans les animés où il y a plein de séries comme ça
qui sont découpés, ne serait-ce que Stranger Things qui était arrivé en 2 fois, ou La Casa des Papel. Oui, mais ça à la Squid fin, Game, c'est. d'ailleurs, il y a comme ça en ce moment. Maintenant, il faut jouer avec les mots, parce que du coup, les gens ont l'impression de voir quelque chose de nouveau, c'est toujours la même chose. C'est la suite. Voilà. C'est juste qu'on vous a fait attendre pour la. C'est la suite de la suite, mais t'inquiète, c'est un truc nouveau. Mais ils auraient pu appeler ça saison 2 part 2. Oui. Ça aurait été cohérent. Dans les adaptations, il y a aussi des foirages. On va appeler un chat un chat. Et cette semaine, on a entendu notamment le réalisateur de Borderlands, qui a, dans une interview, Eli Roth a dit qu'il s'était fait laminer. C'est vrai que le film avait été catastrophique. Lui, il invoque le Covid qui a perturbé et la pré-production et le tournage. Après, globalement, c'était quand même pas une grande réussite. Non, mais en fait, j'adore parce qu'aujourd'hui, il y a une. Tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle, mais aujourd'hui, il y a une sorte de petite valise que les réalisateurs ouvrent en disant j'ai mon petit parachute, donc quand mon film se foire, c'est que le public n'a pas compris ce que je voulais faire, les médias nous ont défoncé pour rien. Non, juste Borderlands, faut dire la vérité, c'est pas bon. Il était à 10% sur Rotten Tomatoes, donc ça donne quand même un niveau de qualité en général. Déjà, je pense que le public s'attendait pas à ce que ce soit adapté en live action, première chose, peut-être plus en dessin animé ou en animé. En anime. Ça aurait été beaucoup plus simple à mettre en place. Après, pourquoi pas, hein. Hollywood a de l'argent, donc pourquoi ne pas y aller. Le casting est un peu bizarre. Kevin Hart, ok, je sais pas trop ce que Kate Blanchett fout là, mais pas de souci. Et en réalité, Jamie Lee Curtis. Et Jamie Lee Curtis. C'est double Oscar. Non, mais on a que des actrices oscarisées dans ce projet, c'était quand même improbable. Et le film tient pas. Et ce qui est assez drôle, c'est que d'habitude, quand tu vas sur des projets style The Last of Us ou autre, même Super Mario, t'as pas forcément besoin de connaître le jeu pour tout de suite comprendre qu'il y a des références et qu'elles sont bonnes, a priori. Là, dans Borderlands, tu regardes le jeu et tu te dis au bout de 30 minutes, je comprends qu'il y a des refs, mais j'ai vraiment pas le sentiment que ce soit des trucs de ouf, de fou. Et pour avoir discuté avec des potes qui sont allés voir le film avec moi, qui sont fans de Borderlands, ils étaient catastrophés, quoi. Donc moi, en tant que... Je suis pas un expert de la saga, mais juste en tant que cinéphile, j'ai trouvé ça atroce. Et je pense que les fans de Borderlands ont trouvé ça encore plus atroce. Attention, il y a quand même pour moi une énorme différence, et c'est Borderlands, ça marchouille aux États-Unis. Oui, mais il y a un univers dans Borderlands. Il y a un côté un peu Mad Max détraqué, avec beaucoup d'humour. Donc normalement, il y avait les. Ça marchouille, mais c'est pas un succès. C'est pas un succès dingue, mais il y avait quand même les éléments. On pouvait se dire pour en faire une adaptation intéressante. Mais le truc, c'est que Minecraft, c'est l'un des jeux les plus vendus, si ce n'est le plus vendu. Mario, on n'en parle plus, c'est le personnage le plus connu quasiment du jeu vidéo. Last of Us, c'est le jeu le plus récompensé de l'histoire du jeu vidéo, quand même, faut s'en souvenir. Et là, on est sur donc une saga qui parle aux fans de jeux vidéo, mais qui n'a pas dépassé ce prisme-là, je pense. Le grand public ne connaît pas Borderlands. Et du coup, on va aller choisir un mec comme Eli Roth, qui vient du cinéma d'horreur, du body horror même. Et on lui dit, ben non, fais un truc aseptisé. Forcément, ça ne marche pas. Si on va chercher Eli Roth, c'est pour avoir du Eli Roth. Donc Eli Roth, c'est quoi? C'est Hostel, c'est les Saw, c'est ce genre de truc. Alors c'est pas Saw directement, mais c'est ce genre de cinéma. Et du coup, c'est comme quand on va chercher Sam Raimi et qu'on lui fait faire un Marvel avec le cahier des charges Marvel. On reconnaît plus la patte de Sam Raimi derrière. C'est un peu dommage. C'est pas le réel le problème, c'est les gens au-dessus qui c'est le studio. Est-ce que c'est le concept? Est-ce que c'est juste un jeu qui ne pouvait finalement pas être adapté? Est-ce que c'est un univers, contrairement à ce qu'on pensait, mais comme Arcane, pour moi, il fallait en faire une série animée. Non, mais ça dépend. Oui, et quelque chose qui est tiré d'eux. Transgressif, mais tout ça. qui part sur autre chose. Ça dépend. Déjà, à la tête du projet, il faut que tu aies quelqu'un de sensible et qui connaisse la licence. Je n'ai pas l'impression que les personnes en charge du projet étaient vraiment fans de la licence. Ils ont juste vu l'appât du gain. Et avec le casting qu'il y a, ça me conforte. Donc en fait, il est là le problème. Le problème, c'est que Borderlands, comme tu l'as dit, c'est un jeu niche dans la niche la grande niche qu'est le jeu vidéo. Et il n'y a pas peut-être besoin de mettre un budget aussi énorme. Je ne sais pas combien le film a coûté, mais il a dû coûter plus de $100 millions. 110 millions. Ouais, 110 entre 110 et 120 millions de dollars pour en rapporter 31. Tu vois, c'est un fiasco. C'est compliqué, très compliqué. Mais quand tu prends Fallout, c'est pareil, c'est un univers qui est un peu compliqué. Enfin, c'est un jeu qui est un peu niche aussi, Fallout. Ouais, mais c'est une série. Mais ça a été une série, c'est une série d'enfer là qui va revenir. C'est une série, mais alors, il y a là une différence, c'est qu'ils ont été chercher le frère de Christopher Nolan qui sortait mais ils sont payés avec sa collaboratrice dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Ils sortent de Westworld. Ouais. Ils ont l'habitude de faire. Westworld d'ailleurs. Ils ont l'habitude de faire du western, SF, etc. Et c'est quoi au final Fallout, tel que ça a été alors on en avait parlé sur ce plateau. Je t'avais sorti
sorti plein de poncifs, de mots valises pour dire c'est quoi le genre post-apo, etc. C'est vrai tout ça, mais ça reste, mine de rien, surtout fait par quelqu'un qui a l'envie de raconter une vraie histoire à travers cet univers. Et là, j'ai vraiment plus l'impression, dans Borderlands, d'être dans... La grosse différence, c'est que Bethesda, ils avaient déjà eu, je crois que pendant une dizaine d'années, ils avaient eu plusieurs projets d'adaptation sur la table. Et jamais ils avaient dit non, on sent pas la passion, etc. Le jour où le frère Christopher Nolan arrive, donc Jonathan Nolan, c'est ça, voilà, arrive et que moi je veux le faire et moi j'adore ce jeu, ils disent go, on a enfin quelqu'un qui est à l'écoute et qui comprend. Et quand on regarde la série, encore une fois, je pense vraiment le bon curseur, c'est quand tu ne connais pas l'univers, tu te dis, tu sens. Par exemple, moi je suis pas un grand joueur de LoL, de League of Legends, je regarde Arcane, je comprends tout de suite les références d'artefacts. Alors je n'ai pas joué au jeu. Fallout, tu comprends les références qu'il y a vidéoludiques dedans en fait. Et puis surtout, il y a des références pour les joueurs. Dans Fallout, même si c'est une histoire, c'est pas une histoire adaptée du jeu, tu comprends et tu retrouves et donc tu souris, mais ça n'empêche pas des gens qui n'ont jamais vu. Moi, je connais des gens qui n'avaient jamais joué et ça t'exclut pas, quoi. Voilà, et qui ont compris qu'il y a des choses qu'ils ne comprendront pas exactement en référence. C'est un univers qui se tient. Mais ça se tient, ça se tient. On en parle aussi parce qu'il y a énormément d'adaptations qui vont arriver. Messieurs, parmi toutes les adaptations qui arrivent, lesquelles vous font envie? Est-ce que vous voulez que je vous donne une petite liste de ce qui est? Réfléchir un peu il y a mémoire. Horizon. Qui après, oui, non, peut-être, sera bien un film. Ça a été officialisé durant le CES de Las Vegas. C'est là où on doit te répondre à chaque fois, moins chaud, plutôt chaud? Ouais, tu peux. Moins chaud. Ouais, moyen. Moyen chaud? Moi, j'adore l'univers d'Horizon, mais j'ai peur de ce qu'on peut en faire. Voilà, c'est ça. God of War en série. Oui, mais j'aurais aimé qu'ils adaptent tout et pas juste God of War 2018, parce que c'est à partir de God of War 2018 qu'ils vont. On en revient au même, on adapte pour les gens qui ont les références. Voilà, exactement. Legend of Zelda en prise de vue réelle. J'ai un peu peur. Très très peur. C'est autant ils m'auraient dit on fait un truc d'animation comme on a fait Mario, j'aurais compris le projet. Là, en prise de vue réelle, donc ça va être comme Minecraft en fait. Non, on va être sur je pense qu'ils vont prendre l'univers et puis après il va y avoir un Princess Bride. Ce que je veux dire, non, mais tu penses, pour moi ça va être vraiment des acteurs sur des fonds verts et surtout Link il me parle pas. Oui, c'est clair. Non, mais c'est le problème du truc. C'est pour moi, je n'y crois pas pour ça. Et puis l'animation, quand t'as pas d'histoire, parce qu'encore l'histoire de Zelda, elle est mince, c'est une princesse qui se fait enlever. Non, maintenant ils ont plus creusé. Ouais, mais Manon, elle peut aller sauver Link, je te rappelle. Voilà. Et je pense quand même qu'on va rester sur Link va aller sauver Zelda, et il y a Ganondorf au bout, super, dans un château, je suis un méchant. Sur un film d'animation, on peut pardonner des choses. Sur un live action, c'est un peu plus compliqué. J'ai très peur. J'ai tellement plus de facilité à me projeter pour une adaptation, pour des jeux qui auraient un scénario vraiment creusé, cinématographique, voulu déjà à l'avance comme un hommage au cinéma, etc. Last of Us, c'est le cas. Si tu me disais que dans ta liste, tu as Red Dead Redemption, je signe tout de suite, quasiment. Tellement qu'il y a une histoire qui est... Le God of War, ça se tient surtout pour 2018, parce que les anciens... Surtout Kratos, il parle, comme on dit. Ouais. Et ça va être drôle. Là, parce qu'il a un phrasé très particulier, Kratos. Ça, ils ne pourront pas passer à côté. C'est le seul héros qui fait des vraies phrases. Il n'y a pas d'élision, il n'y a rien dedans. C'est le concept du personnage. Écoutez bien, Kratos, c'est quelqu'un qui va dire « tu n'es pas bien ». Il va pas dire t'es pas bien, c'est le principe du personnage, donc ça peut être intéressant. Voilà, donc ces jeux-là, moi je comprends tout à fait là où on veut aller et je les vois fonctionner. Quand on me sort du chapeau un jeu qui est un très bon jeu vidéo au demeurant, mais qui fonctionne sur d'abord dont le design a été pensé par le gameplay, Mario, je trouve que derrière on est creux un peu. Mario, voilà. Quel jeu tu veux voir, Nanix? The God of War. Bon, il est dans la liste, un autre. Ah, un autre non, mais Telou, c'était le jeu que je... Et voilà, il a tous ses films. Ouais, je pense que c'est bon. Pour moi, je l'ai dit là, Red Dead Redemption 2. Ah oui, il a raison. Je veux absolument voir ça. C'est un jeu qui m'a bouleversé. Pourtant, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Il m'a fallu 4 ans pour me dire, allez, quand même, fais-le. Passe au-delà de le gameplay est un peu lourd au début et ce personnage est insupportable. Et c'est un des jeux qui m'a le plus bousculé. Si je peux te répondre. Vas-y. Splinter Cell. Le film qui doit être fait depuis là c'est une série d'animation qui arrive. Voilà, c'est une série d'animation, mais le film était The Division aussi. On a un film chez Ubisoft, ils ont plein de trucs à arriver. Non, Splinter Cell avant tout. Si un jour ils font une adaptation de Mortal Kombat, j'aimerais bien il y en a déjà eu un. Je te rappelle qu'il y en a déjà eu un. J'aimerais bien qu'il y ait du Mortal et du combat. Et un tournoi. Christophe Lambert. Tu sais quoi, c'était moins pire peut-être. Oui, c'est meilleur encore. Bon, messieurs, on va arrêter là parce que je voudrais quand même qu'on parle de vos jeux et on est complètement à la bourre, mais c'est pas grave, c'était intéressant. Mais il y a plein de jeux qu'on ne verra pas en adaptation. Cela peut-être. C'est parti pour À quoi on joue.
suis obligée d'écourter, sinon on va parler de tous les jeux qu'on veut voir adaptés. Et ça, Désolé, on en a pas non, fini. c'est normal. Mais non, vous avez 1000 fois raison. Moi, c'était Life is Strange, je le passe comme ça. Je facile. Je voudrais qu'on parle de Blueprints. Bien sûr. Because, c'est un jeu qui vient d'arriver, en plus Game Pass, et pour ceux qui ont le PlayStation Plus Premium, je sais pas quoi, Ouais. lequel il est dispo. C'est le premium. Ouais. On a commencé, enfin moi j'ai commencé, Menro y a plongé. Ouais. C'est un traquenard, vous allez y passer des heures. Je résume. Vas-y, à toi. Déjà une petite phrase pour. Vas-y, explique déjà ce que c'est pour que les gens aient mal à la Bon, tête. déjà, c'est un roguelite. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer une partie, ça va s'arrêter, on va reprendre. Et ce qu'on va garder de notre voyage, c'est ce qu'on a appris nous-mêmes. Voilà. Mais pas de baston. Mais il n'y a pas du tout de combat, c'est pas un Hades, c'est pas ce genre de choses. On est en gros un héritier d'une famille richissime et le grand-oncle nous a laissé léguer la propriété d'une maison et toute sa fortune si jamais on va dans cette maison la journée et pas la nuit. C'est interdit d'y aller la nuit, c'est interdit d'amener des outils, c'est interdit d'en sortir. Il y a 45 pièces qui changent chaque nuit, qui se mélangent, etc. Et le but, c'est de trouver la 46e. Mais il n'y a que 45 pièces. Et donc on va commencer en rentrant dans un hall, on a 3 portes d'entrée et là on va devoir faire des choix. Et chaque jour, les pièces vont changer, on va découvrir un petit peu que la bonne elle a fait ceci et qu'un autre personnage a laissé cela et puis tout d'un coup il y a une salle de piano et puis dans le piano il y a quelque chose et puis là voilà, donc c'est des énigmes, c'est le Tondaros qui est le concepteur qui est derrière ce jeu, c'est un fan de Myst et de Riven, mais là cette fois il y a un storytelling qui est complètement dingue. C'est si vous êtes lecteur ou lectrice et que vous avez vu La Maison des Feuilles, vous savez très bien où on va. C'est des choses qui sont labyrinthico, ésotérico, fantastico, aventureuses. Je sais pas si voilà. C'est un design très en cel shading tout à fait le design il casse voilà. pas, trois pattes à un canard, on va pas se mentir. Telltale, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais, il y a un côté simplicité du design. Exactement, je trouve. Et voilà, on n'a pas de combat, il y a pas de voilà, mais il y a un sentiment de quelque chose, comme si on était. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance, une Okay. atmosphère, et j'essaie de pas trop en dire parce qu'il faut surtout pas spoiler. Mais prenez un carnet de notes. Faut prendre un carnet de notes, et voilà, il y a des ressources à récupérer pour pouvoir aller plus loin. Il y a des. Vous choisissez chaque pièce. En fait, voilà, pour vous expliquer, chaque jour ça va changer parce que quand tu ouvres une porte, tu choisis quel type de pièce tu vas avoir derrière. D'accord. Donc évidemment, si tu te mets une porte sans autre porte, tu es bloqué. Tu ne peux pas avancer et donc trouver cette fameuse 46e pièce, sachant que tu n'as que 50 pas. Donc dès que tu rentres dans une pièce, tu perds un pas ou tu peux en gagner et tout. Donc il y a des calculs à faire. C'est voilà. Ah non, mais quand je dis que c'est un traquenard et qu'on va y perdre de l'espérance de vie, c'est vrai. Et tout est sous tes yeux. Et tout est là. Je dis rien. Ah d'accord. Je dis rien. Voilà. Mais bon, mais lancez-vous. La réponse est vraiment devant toi. La réponse est sous vos yeux, comme on dit dans une autre émission. C'est ça. Mais c'est très bien. C'est, je pense, un des jeux qui fait un peu date en ce début d'année, et je ne serais pas surpris si on le voyait auréolé en fin d'année de quelques sollicitations, nominations. Voilà. Ça fait partie de ces jeux qui ont, moi je trouve, et c'est important, on avait parlé pour South of Midnight, qui ont de la personnalité. Oui. Ce n'est pas le plus beau, ce ne sera sans doute pas le plus gameplay-isé, mais il y a vraiment quelque chose, il y a un vrai concept, et ça fait des nœuds au cerveau. On peut le rapprocher de jeux comme Tunic dans ce qu'il peut essayer de raconter, de Chants of Scénar, de Outer Wilds, pas Outer World, enfin celui Outer Wilds, l'autre. Ouais, voilà, je mélange toujours les deux noms, mais voilà, celui qui est sur des petites planètes et qui est vachement bien. Voilà. Tu me le vends bien, il y a les énigmes, ça m'angoisse. Moi. Mais c'est pas tant. c'est pas The Witness, hein. Ouais, et puis si t'as fait Lorelei and the Lazarites, qui était un jeu que j'ai adoré l'année dernière, où il y avait des énigmes et où t'étais un peu dans cet endroit, mais moins en construction, parce qu'à chaque fois, en fait, que le jour tu as limité tes pas ou que tu n'as plus de solution pour avancer, en fait, tu fais un reset et tu reviens au jour suivant. Quelque part, tu te réveilles et tu recommences tout. D'accord. Donc, mais les énigmes sont pas. C'est beaucoup plus simple. Ok, d'accord. Mais il faut quand même juste noter ce que tu as fait pour comprendre. C'est plus des énigmes Resident Evil, le jeu. Okay. Le premier, tu vois, genre trouver la bonne clé qui va ouvrir la bonne porte. Ouais. Sans les attaques d'animaux. Sans les zombies, les araignées, les serpents. Sans les cris, l'ambiance bizarre. C'est ça. Mais voilà. Donc c'est notre petite recommandation Blueprint sur PS5, Xbox Series et PC. Et la Minanix va nous parler de Game of Thrones King's Road, qui est actuellement en early access sur Steam. Profitez-en parce que vous avez encore, je crois, 2 petites semaines avant que le jeu reparte en développement et ensuite sorte plus tard dans l'année. Pourquoi j'en parle? Parce que déjà, l'été dernier, j'étais à Westeros. J'ai passé 2 semaines à Westeros. J'ai mangé toutes les saisons de Game of Thrones. C'était sympa. Donc, j'ai pas souffert comme certains qui ont dû attendre 1 an, 2 ans, voire 16 plus. ans pour le livre. Binge-watcher. C'était bien. Franchement, j'ai kiffé. Je me voyais avec une épée à dos de cheval. Voilà.
Port-Royal, tout ça, etc., le sang. Ouais, non, alors... Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que déjà à la base c'est un jeu mobile, mais à la fois un jeu PC, bizarre comme positionnement. Donc voilà, vous allez pouvoir jouer sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Normalement, une sortie est prévue sur console, donc on pense évidemment aux Xbox Series et à la PlayStation 5. Pour l'instant, pas de date de prévue, et du coup, on est sur un jeu un peu à la God of War, quoi. On se balade dans un univers hyper étendu. On est à Westeros. On est entre les saisons 4 et 5 de la série, ce qui veut dire que littéralement le jeu démarre, on rencontre Jon Snow, stylé, plutôt bien modélisé d'ailleurs. On rencontre Ramsay Bolton, peut-être la pire espèce dans Game of Thrones. Ça, c'est les gens... Ouais, la pire raclure. Je voulais rester poli. Donc en fait, tous les personnages un peu importants de la série, style Cersei, style Jaime Lannister, vous allez pouvoir les voir. On voit évidemment le roi de la nuit, les marcheurs blancs, etc. Et en fait, vous avez 3 classes de personnages: chevalier, mercenaire, assassin. J'ai choisi assassin parce que je suis fan d'Arya Stark. En fait, le jeu est plutôt cool, plutôt sympa à prendre en main, avec beaucoup d'éléments, de consommables et de craft à faire, notamment. Beaucoup d'artefacts à récupérer. Seul petit problème, peut-être, encore à voir du côté de Netmarble, le studio qui est derrière ce jeu, je pense, pour l'instant, avec les avis des joueurs, c'est le modèle économique où, au bout d'un moment, on est un petit peu bloqué dans le jeu, parce qu'on n'est pas assez fort, on n'est pas assez stuffé. Pourtant, on a fait tout ce qu'il fallait faire, et il faut mettre de l'argent. Ah oui, donc c'est le côté mobile qui remonte. C'est le côté mobile qui le mauvais qui côté remonte. des jeux mobiles. Disons que j'ai déjà passé une dizaine d'heures sur le jeu, et le jeu est vraiment... moi, je joue sur PC, du coup, et le jeu, pour moi, est un vrai jeu PC, sauf dans les menus et dans cet aspect économique, quoi. Ça me rappelle les jeux Seigneur des Anneaux du milieu des années 2000, quand ils faisaient les adaptations du Retour du Roi ou des Deux Tours, mais sur PS2. C'est tel que tu le décris, c'est ce que je me suis imaginé. C'est un peu ça, retour de gameplay. Retour aux sources avec un gameplay très nerveux, beaucoup de capacités. Tu pars, t'esquives, tu cours. Ouais, c'est ça. T'as des capacités spéciales, des compétences, un arbre de compétences. Donc, le jeu est très complet, mais il faut l'essayer vite. C'est ça que tu nous disais sur Steam. Exactement. Vous avez 2 petites semaines pour l'essayer. Encore. Dépêchez-vous. Moi, je vais vous parler très vite d'un jeu complètement nawak. On va se dire les choses. T'as promis quelque chose. Je vous ai promis un jeu pour tous les fans. Oui, vous qui regardez, écoutez, les fans des modes photo et dans les jeux. Eh bien, je vous ai trouvé un jeu qui est un mode photo. Voilà. Je ne peux pas dire autrement. Lushfoil Photography Sim, ça s'appelle. Et qu'on pourrait traduire par une espèce de walking simulator avec appareil photo. C'est absolument magnifique. Vous allez traverser de très nombreux paysages. Il y a l'Italie, il y a la France, l'Australie, plage australienne. Magnifique, ça dure 8 heures, c'est pas très... Mais alors, c'est la fête de la photographie. On se fait des petits tours au Japon. Le but du jeu, c'est de se balader. C'est une espèce de grand monde ouvert par zone arrêtée. Des gros hubs. Voilà, gros hubs. Et vous allez vous balader avec votre appareil photo. Et au fur et à mesure de votre balade, vous allez récupérer des meilleurs appareils photo. Vous pouvez même récupérer des drones pour faire des photos en altitude ou des polaroïds. C'est pour tous les fans des polaroïds. Il y a un arbre de compétences. Il y a un arbre de compétences techniques. Non, mais voilà. En fait, ça m'a fait rire parce que j'avais testé ce jeu-là. C'est un développeur tout seul. Derrière, fan de photos. C'est très beau. C'est sous Unreal Engine 5. C'est absolument magnifique. Et il a soigné vraiment les décors. C'est vraiment comme ça dans le jeu. C'est pas le jeu qui va vous demander le plus de choses à faire. Vous baladez, vous récupérez des indices. L'idée, c'est de prendre la plus belle photo. Donc, il faut trouver des bons paysages. Mais il y a des contrats, genre trouver 2 lapins qui... Quand tu arrives dans un endroit, tu as la carte du lieu où tu peux te balader. Et tu comprends que tu as des points un peu stratégiques. Il va falloir que tu ailles prendre des photos, certains éléments photos, mais en retrouvant le bon angle. Donc, il faut aussi que tu te souviennes de ce que tu as vu. Donc, c'est à la fois une balade, c'est hyper reposant, la musique est hyper chill. Mais voilà, je ne suis pas sûre que ce soit le jeu. Là, on est sur un autre délire. En vrai, je pense que ça peut être sympa à partir du moment où ton personnage se déplace assez rapidement. Oui. Alors ça, oui. Tu te déplaces normalement. Tu ne vois jamais, mais tu te déplaces. Tu cours jamais, tu peux courir un peu. Tu peux courir parce que sinon, oui, tu t'endors. Mais c'est 8 heures. Donc, tu n'as pas le temps de dormir très longtemps. Moi, le fait de savoir que je pars avec un petit jetable et qu'à la fin, je peux avoir un drone. Un drone. Il y a un côté évolution dans le kit du perso. J'aime beaucoup. Un petit RPG photo, j'aime bien. C'est ça. Il y a un moment, tu es arrêté. Tu peux te poser au bord de la plage avec ton petit feu de camp et tout. Enfin, non, c'est hyper chill. C'est très drôle. C'est improbable comme jeu. Honnêtement, moi, quand il me l'avait présenté, c'est un jeu Annapurna. Je me suis demandé comment on pouvait laisser faire ça. Mais voilà, c'était très drôle. Donc, si vous voulez, vous en avez marre de bastonner dans Game of Thrones ou de vous prendre la tête dans Blueprints, voilà, vous avez Lushfoil, qui est sur, si je me souviens bien, qui est sur console et PC. Je ne sais plus, c'est marqué. Voilà, PS5, Xbox Series et PC. Et sinon, petit rappel, Indiana Jones et le Cercle Ancien, que j'ai adoré l'année dernière, excellent jeu, est enfin disponible sur PS5. C'est le même jeu, il profite des mêmes mises à jour avec 2 nouveaux modes de jeu, mais c'est la même histoire d'Indiana Jones.
C'était un super jeu sur Xbox Series et PC. Ouais. J'encourage vraiment tout le monde à le faire. Et je pense que, de fait, il a cette année de bonnes chances d'être dans la catégorie des meilleurs jeux de l'année, C'est vrai. puisqu'il est sorti sur PS5 et que ça, c'était malin, plutôt que de le sortir au mois de décembre dans l'anonymat. Mais voilà, vous aviez fait Non, Indiana Jones? pas eu le temps. Moi, je l'ai commencé et c'est le genre de jeu où madame à la maison aime bien qu'on le fasse à deux. Et sauf que l'emploi du temps fait que il est toujours en stand-by. Ah ben voilà. Mais Tu- voilà, il me tarde de le faire. J'aime beaucoup ce côté de le cercle ancien avec tous les grands. Voilà, on fait le tour du globe. Enfin, c'est peut-être plus intelligent et plus Indiana Jones que certains des derniers films. Mais non, les derniers films n'existent pas. On a déjà eu cette discussion sur ce plateau. C'est ça le vrai 4. C'est celui-là. Plus grosse prouesse technologique de l'année dernière, avait dit Digital Foundry, d'un point de vue purement technique. Voilà. Pour la petite anecdote, il a une meilleure note sur PS5 que sur Xbox Series. C'est le même jeu avec un tout petit peu d'optimisation visuelle. Mais voilà, non, surtout, ça se sert mieux de la manette, des retours haptiques. Donc voilà, messieurs, nous sommes allés largement au bout de cette émission. Très bien. Wow. C'est un plaisir de vous avoir pour aller voir, donc pas Minecraft. Si, Merci, bah, Nanix. si. Vous aimez Jack Black, les cubes, foncez. Nanix, merci d'être venu. Bah, On te merci. retrouve où? On me retrouve sur Twitch, notamment tous les soirs et surtout le mercredi pour mon émission de Pop Culture, Pop Club. Voilà. Et voilà, c'est noté. Et l'ami Menro. Eh bien, moi, c'est Menro, M-E-N-R-A-W, sur tous les réseaux sociaux. C'est facile, hein, j'ai le même nom partout. Donc, ça, c'est déjà. J'ai pas de underscore officiel. Non, ça, c'est moi tout le temps partout. Voilà, et puis évidemment, il y a toujours le Grand Pop, et puis mes activités autour du podcast ciné-série qui s'appelle Originals. Voilà, c'est noté. Vous savez où retrouver ces messieurs. Et puis nous, eh bien, on se retrouve comme d'habitude, sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co et sur la plateforme RMC BFM Play, sur YouTube évidemment, et en podcast, nous aussi. Après avoir écouté Menro, vous pouvez nous écouter les recommandations pop culture de cette émission et jeux étranges à la fin. Ben, en tout cas, vous avez de quoi jouer. Et la semaine prochaine, eh bien, on vous prépare une émission spéciale. On est allé chez Soundfall Interactive, qui mettait la main à la finition de Clair Obscur Expédition 33. On va tout vous montrer des coulisses du jeu français très attendu. En attendant, jouez bien et à la semaine prochaine.